Et c'est parti pour les actus hardware du jour. Au programme aujourd'hui, déjà on commence avec une news plutôt sympa parce que c'est un jeu offert sur l'Epic Game Store et c'est le jeu Battlefront 2, donc ça régale. En plus dans une version un peu mieux que standard, des trucs comme ça. C'est super sympa, c'est gratuit. Faut l'ajouter à sa bibliothèque, ça ne coûte rien. Et même si actuellement vous n'avez pas forcément de quoi le faire tourner, peut-être que dans le futur ce sera le cas. Donc pourquoi pas. On aura ensuite un radiateur de SSD format M2. Alors ça, c'est pour les amateurs de RGB, vous verrez si ça vous tente. On aura un Ventirad, donc un refroidisseur de processeur par air de Cooler Master assez classique. On avait vu un très gros modèle il y a quelques jours. Là on est sur un modèle plus classique mais plutôt sympa aussi. On aura une petite partie ventilateur aujourd'hui parce qu'on a eu des annonces ou des infos. D'abord des ventilateurs plus petite taille, toujours avec des lumières de partout, ça c'est la norme. Ensuite des ventilateurs plus grande taille que d'habitude, encore une fois avec des lumières de partout. Parce que voilà, visiblement c'est ce que veulent les gamers, hein. Pas sûr mais quand même. Et après une façon de mettre les ventilateurs entre eux, une nouvelle vision des blocs de ventilateurs dans les PC. On va voir ça avec des prix et de la nouvelle technologie. Ça régale. On aura une petite news sur un boîtier Corsair, un boîtier qui ressemble vachement à un autre boîtier qu'on a vu précédemment. C'est un peu son grand frère, donc plutôt sympa, mais on va pas y passer trop de temps. On aura ensuite la présentation des cartes 3060 de Zotac. Et dans la foulée, deux petites news qui émanent de Zotac et FGA, deux marques qui fabriquent des cartes graphiques et qui disent quoi? Bah ça augmente, tout augmente chez nous. Alors on avait entendu parler, hein, il y a des histoires de taxes, on va développer un peu ça, mais on ne sait pas trop si ça nous concerne, nous, Européens. Il y a moyen qu'il répercute un petit peu comme à chaque fois, malheureusement. Donc on va voir. Mais c'est des hausses qui font mal. Une autre petite news que beaucoup de gens attendent, mais au final, ça va pas vous donner les réponses que vous vouliez, malheureusement. C'est une news sur les disponibilités des cartes graphiques, des questions qui ont été posées directement à AMD et Nvidia par des journalistes, mais les réponses ne font pas vraiment plaisir, malheureusement. On aura une grosse partie écran chez ViewSonic qui nous dévoile, je crois, 17 technologies d'affichage, on va le dire comme ça, pour tous les goûts, tous les prix ou presque. Et donc des trucs sacrément sympas, des trucs aussi sacrément chers. Mais c'est leurs annonces du CES et c'est vraiment... ils renouvellent toute la gamme, hein. Ils y vont pas à moitié. C'est vraiment on change tout. Donc pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Il y a pas mal de trucs qui ont bougé sur les écrans et on peut avoir une nouvelle version de chaque modèle, je pense. Donc ça fait du bien, surtout si les prix restent assez bas, même s'ils annoncent aussi des trucs très très haut de gamme. Vous verrez. Et on finira avec les news de la conférence MSI. Des trucs sympas. Je sais pas, hein. Je sais pas en vrai. Plutôt déçu de ces conférences. Franchement, un peu déçu. Un peu déçu. Pas de trucs génialissimes. Quelques produits haut de gamme, quelques tests. Je vous montrerai un peu de com maladroite. Enfin, ce que moi je considère comme de la com maladroite. Franchement, je trouve ça un peu déplacé. Et si tout de même une petite technologie dont ils ont parlé très rapidement, mais que moi je trouve sympa, donc on va en parler vite fait. Donc pas mal de choses au programme, vous l'avez vu. On commence tout de suite avec une news qui ne peut être que bonne, parce que c'est un jeu qu'on nous offre.
On parle ici de de Star Wars Battlefront 2 édition Célébration. Donc j'avoue, je sais pas exactement ce qu'est l'édition Célébration, mais moi j'ai joué au jeu sur PS4 standard, ça marchait, et oui. Le jeu est très bien, en vrai c'est un super jeu. Le multi est quand même très très marrant, que ça soit les batailles terrestres ou dans l'espace. Franchement, la partie bataille dans l'espace est quand même vachement stylée. Euh, après, euh, après c'est gratuit, donc faites-le. Allez récupérer. Franchement, ça peut être qu'un bon plan, même si vous savez pas si vous allez aimer ou même y jouer. Prenez-le. Vous avez une durée limitée pour le prendre. Je crois que c'est quelques jours pour ce jeu-là, mais pensez-y, c'est gratuit. On continue avec un radiateur pour SSD format M2. Alors, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Les avis des experts sont partagés sur la réponse à cette question. Ensuite, c'est souvent maintenant intégré dans les cartes mères milieu et haut de gamme. Bon là, l'avantage c'est que vous avez des lumières, du RGB synchronisable et adressable, donc vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais l'utilité après, ça reste à voir, ça reste à démontrer. Ça a le mérite d'être joli pour les gens qui veulent ajouter du RGB, parce que clairement de base il n'y en a pas. Faut que ça soit compatible. Ça ne coûte que 15 €, donc on est quand même sur du prix très maîtrisé, sachant qu'il y a de la lumière synchronisable et adressable. Donc bah voilà, pour les gens qui aiment rajouter un peu de couleur dans leur config, pourquoi pas. Ça coûte pas vraiment cher pour une fois. Comparé à... Parfois il y a certains câbles customisés qui embarquent des lumières sur les câbles. On est sur 2 à 3 fois ces prix-là pour des câbles. Donc pourquoi pas. C'est marrant. On va aller vite sur ce sujet-là. Un petit ventirad de chez Cooler Master. Alors, ils nous ont montré un modèle mastodonte pour refroidir les plus gros processeurs. Ici, c'est un modèle plus classique avec un radiateur au milieu et un ventilateur qui peut venir se placer de chaque côté. C'est un peu un modèle revisité de ce qu'il faisait déjà. On a les ventilateurs avec la lumière. Pour les gens qui aiment, on l'a aussi en version sans lumière pour les gens qui n'aiment pas la lumière ou qui veulent mettre moins cher ou un plus petit budget, parce que comme toujours la lumière elle se paye, et parfois au prix cher, pas trop chez Cooler Master encore, mais sur certaines marques, le fait de rajouter des LED RGB, vous augmentez bien le tarif final. Donc bah, c'est classique, ça va bien marcher, ça va bien refroidir aussi. En termes de performance, on sera sur des trucs bien. Sûrement plus de compatibilité que sur le modèle plus gros, parce que bah, plus c'est gros, plus c'est compliqué de le faire entrer dans un boîtier. Mais là franchement on réinvente pas la roue, hein. Et en plus ils en font un déjà qui ressemble beaucoup. Iotoxique. Donc vraiment pas grand chose de nouveau. On continue avec des trucs sur lesquels on va aussi aller assez rapidement. C'est Raijin Tech qui nous annonce des ventilateurs. Attention, ventilateurs qui font 92 mm. Donc voilà, c'est des petits ventilateurs, c'est pour aller, j'imagine, dans les petits boîtiers du genre mini ITX ou micro ATX, les trucs comme ça, enfin les boîtiers plus petits. On a de la RGB, donc de la lumière synchronisable et adressable. Ils vont pas si vite que ça. Souvent, en fait, le principe d'un ventilateur, c'est
plus il est grand, plus il brasse d'air, donc plus il est petit, plus on le fait tourner vite pour brasser autant d'air, et plus il tourne vite, plus il fait du bruit. Ici, il tourne pas si vite que ça, on va jusqu'à 2000 rotations par minute, ce qui est à peu près la norme sur des ventilateurs plus gros, donc c'est cool, il devrait pas faire trop de bruit, pardon. Et ça, c'est quand même important, les ventilateurs qui font du bruit. Pour les gens qui ont déjà essayé, moi j'avoue que j'aime pas. Moi je suis chiant là-dessus, dès que ça fait du bruit, ça m'énerve. Les ventilateurs qui font un bruit anormal, parce qu'un ventilateur fait toujours du bruit, hein. Enfin, le bruit de l'air, c'est le bruit de l'air. Mais un autre bruit que ça, c'est chiant. On continue avec d'autres ventilateurs. Si c'est pas, enfin après tout dépend du casque que t'as, mais moi mon casque il fait pas de l'anti-bruit, hein, donc j'entends ce qui se passe autour de moi et j'entends mon boîtier par exemple. Enfin j'entends les ventilateurs de mon PC. Tout dépend du casque que t'as effectivement. On continue les ventilateurs. On a encore une fois un 92 mm. Franchement, je sais pas, ça doit être une nouvelle mode. Moi, je suis pas au courant de tout, hein. Eux, c'est des pros, ils doivent connaître mieux que moi. Visiblement, il y a un besoin de ventilateur 92 mm. Ok, pourquoi pas. Les 200 mm, on connaît un peu plus. Ça, c'est un peu la mode dans les grosses tours. Au lieu de mettre 3 ventilateurs plus petits, on en met que 2 de 200. Ça fait le même taf, ça fait moins de bruit. Pourquoi pas. Encore faut-il avoir tout de même des ventilateurs de bonne qualité. Ici on a le modèle de 92 mm, donc encore une fois avec de la lumière partout, ça c'est la régalade à l'infini, hein, de la lumière partout, tout le temps. En même temps c'est le CES, on veut être impressionnant, donc on met de la lumière. Et le modèle 200 mm, donc là du coup ça fait vraiment un grand ventilateur. Donc voilà, c'est Alpha Cool qui nous présente ça. On n'a pas de prix, pas de date. C'est pas très impressionnant. Enfin, c'est un peu des news à côté, quoi. C'est pas ce qu'ils annoncent en grande, enfin qu'ils mettent sur le devant direct, mais on en parle quand même vite fait. On verra à combien. Parce qu'en fait, ce qui est important sur les ventilateurs, c'est surtout le prix. Parce que des ventilateurs qualitatifs, il en existe déjà un max. Après, les prix sur les ventilateurs peuvent vite s'envoler, hein. Il y a des trucs, c'est vite très très cher. Et jusqu'à maintenant, on révolutionnait rien. Mais attendez, ici on révolutionne un petit peu et ça fait plaisir. Alors, on commence avec Lianli qui visiblement avait communiqué il y a assez longtemps sur ces ventilateurs-là. Donc des ventilateurs qui peuvent en gros se clipser entre eux. Ils se clipsent entre eux et vous n'avez pas de câble entre les deux. Et vous avez juste un câble qui repart du bloc de ventilateur, que ce soit 2 ou 3. Donc plutôt sympa. En termes de prix, on est sur du 30 € le ventilateur ou 70 € les deux. Mais vous avez un boîtier de contrôle quand vous prenez le duo. Ce qui explique le surcoût de 10 €. Parce que sinon, clairement, autant acheter 2 ventilateurs, ça coûte 10 € de moins. Mais en fait, vous avez le boîtier de contrôle. Et visiblement, il y a des gens qui écoutaient les annonces de Lianli parce que Arctic s'est dit ça a l'air vachement bien, et si on faisait la même chose? Donc voilà, on a ces ventilateurs qui n'ont pas de câble, qui ont juste une espèce de prise sur un côté et qui permet d'en mettre plusieurs en ayant juste un câble qui part du bloc de ventilateur. C'est quand même très intéressant. L'idée est quand même très bonne parce que effectivement on a de plus en plus tendance à mettre plusieurs ventilateurs par bloc, 2 ou 3 en façade, 2 en haut, ce genre d'histoire. Ou même sur les water cooling, sur les radiateurs de water cooling. Bon, la plupart du temps, on a des radiateurs qui sont compatibles avec au moins 2 ventilateurs. Et ça peut être une bonne idée pour diminuer le nombre de câbles et du coup simplifier plein de choses. Et pourquoi pas diminuer aussi le coût de production des ventilateurs qui du coup disposeraient juste d'une prise et pas de câble.
Bon, pour Arctic, on n'a pas de prix, on n'a pas de date. Yanni, c'est quand même cher, hein, 30 € le ventilateur et 70 € les deux, c'est très très cher. Yanni fait des ventilateurs très haut de gamme, pas du tout destinés au grand public, donc c'est pas étonnant. Arctic a plus une position de marque accessible, donc on verra à combien ça tombe. Ça risque d'être quand même cher dans les premiers temps. Mais franchement, on peut saluer l'idée quand il y a de l'innovation dans ce genre-là, même si on imagine qu'ils ont un peu écouté ce qui se faisait chez la concurrence, on s'en fiche. C'est nouveau, ça n'existe pas trop sur le marché, ou alors ça coûte très cher. S'il y a moyen de le rendre plus accessible, on prend avec grand plaisir. Et honnêtement, moi, ça m'intéresse. Et toute personne qui monte régulièrement beaucoup de configs, j'imagine que ça les intéresse aussi beaucoup. Parce que ça fait quand même beaucoup moins de câbles. Et bah voilà, hein. Les câbles dans les boîtiers, c'est la crise. C'est le malheur. On continue avec un boîtier d'ailleurs, un boîtier de chez Corsair, le ICU 5000X RGB. Donc vous verrez forte ressemblance avec les séries 4000 qui sont sorties fin d'année 2020. En vrai, c'est la même chose en plus grand et en un peu plus haut de gamme, parce que au lieu d'avoir une fenêtre en verre trempé, ici on en a 4. On en a une sur chaque partie latérale, une devant et une sur le dessus. Après, à vous de voir si vous aimez ou pas. On aura bien sûr les 3 ventilateurs de la façade RGB d'inclus. Une compatibilité avec honnêtement absolument tout. Ça, il n'y a aucun problème. Vous voyez, il y a un water cooling de 360 en haut, donc vraiment tout. Le seul petit problème, mais en vrai, c'en est pas tant que ça, hein, c'est qu'il coûte 189 €. Donc il est quand même relativement cher. Après, il se veut dans la phase très haut de gamme. Donc pour du Corsair, c'est pas non plus une hérésie d'avoir un boîtier comme ça à 190 €. Sachant que vous avez les 3 ventilateurs RGB d'inclus. Enfin, vous avez 3 ventilateurs RGB d'inclus. Et 4 fenêtres en verre trempé. Ça aussi, hein, ça ajoute à l'addition, hein, clairement. Mais plutôt sympa, on va pas détailler plus que ça, parce qu'en vrai, c'est un peu un oversize des modèles 4000. Donc ça reprend beaucoup de choses en plus grand et avec du coup des trucs un peu plus compatibles parce que plus de place, mais pas de révolution sinon. Un modèle plus haut de gamme et peut-être un peu mieux fini aussi avec tout ce verre trempé, toutes ces fenêtres sur votre boîtier. Donc à vous de voir, à vous de juger. Mais en vrai, moi j'aime bien. Après, c'est clairement cher. Même si vous avez déjà regardé les boîtiers très haut de gamme, il y a des trucs qui valent largement plus cher. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça. La suite des cartes graphiques. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé de cartes graphiques. Moi, j'adore manger les cartes graphiques au petit-déj. Ma passion. Ici, c'est des 3060. Bah oui, parce que Nvidia a annoncé officiellement les 3060. Donc c'est bon, toutes les marques peuvent dire nous aussi on fait les nôtres. Surtout, visiblement, il n'y a pas de Founders Edition, donc de cartes fabriquées par Nvidia sur le modèle 3060. Ce qui n'est pas la norme. Mais j'imagine que Nvidia s'est dit comme ça on ne nous embêtera pas avec les problèmes de production. C'est plus notre problème. Débrouillez-vous. Surtout qu'ils doivent déjà produire les séries 30 mobiles, donc ils sont déjà dans la sauce, hein. On reviendra sur ça plus tard. Donc ici, Zotac nous présente 2 modèles, si je me trompe pas. Donc celle-là est en version blanc. Vous connaissez la version blanche, coûte plus cher, on ne sait pas pourquoi, mais coûte plus cher, on le sait. Non mais c'est blanc, c'est plus cher, c'est tout. C'est la base.
On n'a pas les prix, on n'a pas les dates, on n'a surtout pas les disponibilités parce que nous donner une date sans savoir s'il y aura vraiment le produit dans les magasins, c'est un peu ce qui a été fait ces derniers temps. Du coup, bah voilà, hein, ils ont annoncé comme tout le monde. Et là-dessus, on enchaîne sur Zotac, toujours Zotac, mais en fait, c'est Zotac qui dit donc voilà, nous, nos prix vont augmenter, les prix de nos cartes graphiques vont augmenter de plus 13 à 23%, c'est énorme, c'est vraiment énorme comme augmentation. Et dans la foulée, FGA qui continue en disant nous ça va, hein, c'est que de 4 à 14%, vous inquiétez pas. Donc, on va pas tout détailler parce que j'en ai déjà parlé. Il y a une partie de l'histoire qui est parce que c'est des Américains, parce qu'il y a d'histoires de taxes aux États-Unis, des taxes qui étaient allégées jusqu'à maintenant qui vont plus l'être, donc une augmentation forcément juste liée aux taxes. Il y a aussi le problème actuel dans certains secteurs de production, notamment sur des mémoires, et aussi la hausse du coût de transport. Donc tout ça font augmenter. Ici, c'est surtout les États-Unis. Est-ce que nous, on va être impacté par ça? Il y a des parties, oui. La hausse du coût du transport, c'est pareil pour tout le monde. Là-dessus, oui. Sur les taxes, s'ils le font intelligemment, ils font pas passer les produits par les États-Unis. Donc pour nous, on subit pas la hausse des taxes. C'est cool pour nous. Après à voir si parce que certaines marques sont forcément américaines, donc eux peut-être qu'ils peuvent pas trop déroger aux taxes. Je sais pas, tout dépend si leur production est toujours aux États-Unis ou pas. En vrai, on devrait avoir une hausse aussi, mais normalement pas aussi importante. De toute façon, tout le monde dit depuis 6 mois que les prix des composants électroniques et informatiques vont augmenter. Pour l'instant, ça va, on s'en sort pas si mal que ça, même si en fait on a surtout des problèmes d'approvisionnement plus que de prix. Et à partir du moment où tu as un problème d'approvisionnement et que tu n'as pas des stocks conséquents, la rareté fait l'augmentation du prix et en fait ça c'est obligatoire. Donc faut voir. Mais là on parle même pas de disponibilité, c'est juste principalement des raisons de taxes qui augmentent aux États-Unis. Pas de chance pour les Américains, je ne suis pas américain, donc j'espère ne pas être trop touché. Même si on sait, hein, il y a moyen qu'on soit juste répercuté pour le plaisir des marques. Et parfois ça arrive, hein, parfois ça arrive. On espère que ça ne sera pas le cas ici. Mais on croise les doigts, on va dire. Je touche du bois. Tout ça en même temps. On continue sur une information intéressante. Deux marques massives dans le monde de la carte graphique, AMD et Nvidia, s'expliquent sur le manque de disponibilité. Parce que oui, ils ont fait leur conférence au CES tranquillou. En plus, c'était des trucs enregistrés, il n'y a pas de questions à la fin. Hein. Donc voilà, il y a des journalistes qui sont allés les voir et qui leur ont dit bon bah vous en avez pas parlé, maintenant on veut savoir la disponibilité, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On veut savoir si on va enfin avoir des stocks. Est-ce qu'on va enfin pouvoir mettre la main sur vos produits? On commence côté AMD. Franchement, ça a dû être... ils ont dû tirer la tronche, hein, les gens d'AMD et d'NVIDIA, mais ils ont répondu du côté d'AMD. Ils ont dit qu'ils allaient reprendre la production eux-mêmes de cartes graphiques, donc des cartes graphiques MBA, Made by AMD, fabriquées par eux, et les vendre eux-mêmes avec leur propre circuit de distribution. Ils parlent de leur site et je vois pas trop quoi de plus, pour pouvoir maîtriser les prix et du coup avoir une disponibilité. Donc avoir des cartes qui sont au tarif annoncé lors des conférences AMD. Tout ça est bien joli. Seul problème là-dedans, c'est qu'ils nous donnent pas de deadline, ils nous donnent pas de nombre de cartes produites, enfin on sait rien en vrai. Il nous dit juste que on va reprendre la main dessus, on va les produire, on va les vendre nous-mêmes au prix qu'on a dit. On sait pas quand, on sait pas combien.
tout ça reste un peu flou. Mais en tout cas, ils ont la volonté de fournir leurs cartes au plus grand nombre, au prix que eux avaient pensé à la base. Ça, c'est normal. Hein. C'est normal que eux, ça les embête que y ait des cartes qui soient pensées, je sais pas, à $600, qui soient vendues à 900. Eux, ça les embête. Hein. Faut pas se mentir. Ils touchent rien dessus. Ils touchent rien sur la marge. Et ça fait une très mauvaise image. Donc, ça les embête. Donc voilà, ils reprennent la main, mais ils nous disent pas comment ils vont solutionner les problèmes. Donc une demi-réponse, mais c'est déjà un début de réponse. On n'a pas mieux, Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis pas allé les voir. Je saurais même pas où les trouver. Ensuite, Nvidia. Alors Nvidia, eux, ils régalent pas là-dessus. Hein. Ils disent, on sait pas. On sait pas, on va faire notre mieux, on attend la fin de l'année fiscale qui est pour eux début avril. Je ne sais pas pourquoi pour eux la fin d'année fiscale est début avril. Ne me demandez pas, allez demander à un économiste, il vous expliquera ça. Mais en gros ils disent que jusqu'à la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire jusqu'à début avril, on ne sait pas. Ça peut être pareil, ça peut être pire, ça peut être mieux. Tout peut se passer. Tout peut se passer, on ne sait pas dans quel monde on vit. C'est incroyable. Donc, bah, voilà. En vrai, faut attendre. Ils nous disent faut attendre. non, franchement, ils disent attendez la fin d'année fiscale. C'est-à-dire... Enfin, ils disent attendez le premier trimestre 2021 pour avoir leur fin d'année fiscale décalée et donc fin Q1 2021 qui nous donne fin avril, même pas début avril, fin avril. Donc voilà, en attendant, ils feront comme ils peuvent avec ce qu'ils ont. Voilà ce qu'ils nous disent. Au moins ils sont honnêtes. Ils sont pas en train de promettre des trucs comme le fait AMD. Hein. Parce que AMD, ils disent... on s'en occupe. Donc derrière, si ça marche pas, on pourra leur dire bah, je croyais que vous en occupiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Nvidia, ils sont directs. Ils sont attendez fin avril. Peut-être que derrière, il y aura des trucs. Ils disent même pas que derrière, ça va être solutionné. Hein. Ils disent attendez fin avril. Donc ils prennent zéro risque. Donc, après, on peut se permettre de les juger de prendre zéro risque. Ça, on peut. Mais bon, pas des super réponses, des réponses. Peut-être pas celles qu'on attendait. On continue avec un gros morceau des écrans, et pas que d'ailleurs, des solutions d'affichage, de la part de ViewSonic. ViewSonic, grande marque de moniteurs PC, surtout. Donc là, on en a pour tous les goûts, tous les prix. On commence avec les écrans pour les pros de l'image, donc je sais pas, les graphistes, ce genre de trucs, qui ont besoin d'écrans très beaux avec des très bonnes couleurs, tout ça, tout réglable, machin. On est sur plusieurs modèles, on commence sur un 32 pouces en 8K, oui, 8K, pour les professionnels de l'image. On a même, c'est incroyable ça par contre, ils régalent, ils nous donnent des dates quasiment tout le temps, et parfois des prix. Enfin, des tarifs conseillés, mais quand même, ça régale. Donc, 32 pouces 8K, disponible été 2021 à $5000. Oui, hein, 8K, hein, 8K. Donc, logique. Visuellement, ça ressemble à ça. On a ensuite la version un peu plus access, le 32 pouces 4K, pareil, été 2021, $2000. En termes de connectique, on est sur les trucs classiques de l'image, c'est-à-dire le Thunderbolt 3, le DisplayPort et de l'USB pour brancher tout ce qu'on a besoin. Donc ce qu'il faut pour un graphiste, en gros. L'HDMI, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour brancher une console dessus. Hein. Clairement, ça ne sert à rien. Vous avez bien mieux à des prix bien plus accessibles. On continue avec toujours plus accessible du 27 pouces, du coup pareil, un 4K, toujours pareil, des très bons écrans en termes de couleurs. On n'est pas sur du haut rafraîchissement ou du gaming, on est juste des images très très belles. On a une autre version
27 pouces 4K qui ne bénéficie pas du Thunderbolt mais de l'USB-C pour 100 € de moins. Et on finit avec le plus access, le 27 pouces 2K, donc 1440p. Pareil, pas de Thunderbolt mais de l'USB-C. Tout ça été 2021 et celui-là pour 500 $. Donc du matériel très cher, oui, c'est vrai. Après, c'est du matériel professionnel. Les prix pour le matériel professionnel n'ont rien à voir avec les prix pour le matériel grand public, sachez-le. Donc c'est pas si cher que ça. Même le modèle 8K n'est pas si cher que ça. Et oui, c'est incroyable. Il coûte 5000 $, mais il n'est pas si cher que ça. Pour l'instant, avoir un modèle 8K, c'est très très compliqué, sans parler du prix. C'est un peu comme les cartes graphiques AMD dernière génération. Sans parler du prix, c'est très très compliqué de mettre la main dessus. Donc ça a le mérite d'exister et d'être disponible été 2021. Donc déjà la 8K qui arrive en force. On continue avec des trucs qui vont peut-être un peu plus vous parler. On parle ici de la gamme Elite. Donc pour l'Elite, bien sûr. Et je sais que vous faites partie de l'Elite. Donc ces écrans sont faits pour vous. On n'a pas les prix. Et vaut peut-être mieux. Parce que là, du coup, on est sur du matériel plus pour le grand public. Même si on est sur du haut de gamme, voire très haut de gamme, on est plus sur du grand public. On a le premier modèle ici en 32 pouces 4K. À 144 Hz, donc jusqu'à 144 images par seconde affichées sur votre écran. Les classiques du gaming, c'est-à-dire le 1 milliseconde de temps de réponse, la connectique HDMI 2.1 DisplayPort, plus de l'USB et une sortie audio si vous avez besoin. On est sur du très très bon matériel pour le gaming, jusqu'en 4K, jusqu'à 144 images par seconde, donc vraiment du gaming haut de gamme. Visuellement, alors là, visuellement c'est peut-être un peu moins réussi, mais je dirais que les visuels ne les mettent pas super bien en valeur non plus, on va dire. Parce que ce flou sur les contours, c'est un peu bizarre. C'est un peu dommage. Sinon, en vrai, ils sont beaux. J'ai vu d'autres images qui étaient plus belles, mais j'avais pas vu que ces images-là étaient moyens, malheureusement. On a un deuxième modèle, toujours en 32 pouces, où on baisse la résolution. On est sur du QHD ou 2K ou 1440p, tout ça est la même chose. Taux de rafraîchissement 165 Hz, donc encore une fois, vraiment pour du gaming quasiment compétitif. Même si maintenant on peut aller chercher encore plus sur du compétitif. On a le 1 ms de temps de réponse, on a de l'HDMI 2.0, bah oui ça suffit pour afficher beaucoup d'images en 2K. Enfin en tout cas jusqu'à 120 images en 2K. Et ensuite on descend sur des modèles toujours plus accessibles. Alors celui-là pas vraiment en fait, parce que celui-là il bénéficie des dernières technologies Nvidia Reflex, pour avoir un temps de réponse toujours plus bas. Tout ça n'est pas que du marketing, enfin il paraît. On passe ensuite sur les modèles 27 et 24 pouces. Le 27 est toujours en 1440p mais monte jusqu'à 240 Hz, donc 240 images par seconde. Encore une fois, les dernières technologies Nvidia. Et le plus accessible, qui ne sera pas en fait si accessible que ça, mais on rappelle, on est dans la gamme Elite, c'est normal. On est sur du 24 pouces, donc un petit écran, Full HD, donc 1080p, mais taux de rafraîchissement 240 Hz, donc 240 images par seconde, et on retrouve ce qu'il faut pour faire du bon gaming, le 1 ms, un peu de HDR pour que ça soit joli, toute la connectique qui met bien. Et celui-là, ce sera le premier disponible en mars 2021. Les autres seront disponibles avril ou été 2021. Donc des trucs sympas qui coûteront probablement plutôt cher, même si ViewSonic n'est pas dans un abus au niveau des prix. Ce sera quand même le haut de gamme. Et on finit avec la bureautique. Alors la bureautique, il y a des trucs intéressants, des trucs moins.
Un premier, un moniteur de 24 pouces. Alors là, du coup, on va pas chercher les taux de rafraîchissement, la 4K ou des trucs comme ça. On est sur de la bureautique, on est sur du Full HD, c'est déjà très bien. Ici, on a une webcam intégrée à l'écran et un micro, ainsi que des haut-parleurs. Donc voilà, vraiment, on est sur de la bureautique, on est sur du fonctionnel. On a en connectique encore du VGA, mais aussi de l'HDMI et du DisplayPort, de l'USB et une prise jack disponible janvier 2021, donc à la fin du mois, pour un prix de 220 $. Donc plutôt sympa pour de la bureautique. Voilà à quoi ça ressemble. Et on aura après des modèles soit plus grands, modèle en 34 pouces écran large, wide, pour 350 $, ou des écrans transportables de 15 pouces pour les emmener partout. Ça, j'avoue que je sais pas. Moi j'ai du mal à voir l'intérêt, mais parce que moi, j'en aurais pas. Après, je comprends, je sais pas, par exemple, si vous avez une Switch ou des trucs comme ça peut. Il y a un monde où ça peut avoir un intérêt. Mais un écran de 15 pouces. Ouais, boîtier avec poignée, écran transportable. Pourquoi pas? Après, là, c'est vraiment transportable. On est sur, j'imagine, des écrans sur batterie, non? C'est pas dit. C'est pas dit, c'est juste dit transportable. Euh, je suis pas allé me renseigner. Visiblement, c'est disponible maintenant. Mais ah ouais, moi je voyais ça sur batterie. C'est encore moins intéressant d'avoir à le brancher. Bon, je sais pas, moi je trouve ça relativement cher, non? Quand même, 240 $. Encore une fois, hein, c'est du dollar, il n'y a pas de taxe. 240 $ euh, pour avoir 15 pouces. Moi j'ai un écran 24 pouces 144 Hz pour ce prix-là, hein. Voire 27, hein. Donc c'est que ça serait quand même. Bon là il est tactile, mais pareil pour 180. 180, t'as un bon écran, hein. T'as un bon écran de bureau. Donc je sais pas. J'avoue, je sais pas, je suis pas allé. Mais en vrai, j'espère qu'il y a une batterie. Sinon, je trouve ça moyen. Enfin, je trouve ça moins sympa. Bah ouais, on n'a pas. Mais j'avoue, c'est ma faute, je suis pas allé me renseigner. Il y a écrit disponibilité maintenant, ça se trouve, en allant sur le site de ViewSonic, ils le disent, mais j'ai pas eu le temps, j'ai regardé les conférences. On finit avec la régalade. La régalade, c'est les vidéoprojecteurs. Des vidéoprojecteurs de qualité, hein. Franchement, on parle pas ici du vidéoprojecteur Wish que vous mettez dans votre poche pour 15 €. On parle de vrai matériel de qualité et professionnel. Enfin, pas professionnel, mais pour un usage installé, hein. C'est pas les trucs qu'on balade. Ici, on est sur du 4 jusqu'à 4K. On peut avoir du 240 Hz en Full HD. On a seulement 5 ms de temps de réponse, qui est quand même très court pour du vidéoprojecteur. On est équipé de l'HDMI 2.0 et de l'HDCP. L'HDCP, c'est pas un truc par réseau? Je sais pas. Je crois que c'est ça. Et on peut aller jusqu'à 1000 € pour avoir. Qu'est-ce qu'on a de plus sur celui-là? De l'USB-C, c'est tout? Plus de lumen, non? Plus de lumen. C'est plus lumineux, donc moins besoin d'avoir de noir. En fait, le problème des vidéoprojecteurs, c'est ça, hein, c'est la lumière. La plupart, même des vidéoprojecteurs qui coûtent cher, si vous n'arrivez pas à faire un minimum du sombre dans votre pièce, ça ne marchera pas bien. Et plus vous avez de lumens, moins vous avez besoin de noir pour avoir une bonne expérience. Donc celui-là, pour 100 € de plus, marche avec moins de noir. Et on a une version plus accessible
parce qu'on on va pas chercher la 4K, seulement le Full HD. On a par contre des haut-parleurs Harman Kardon intégrés. Et il coûte seulement 550 $. Ça va, c'est pas si cher que ça, 550 $. Ça vous permet d'avoir un écran extra large, bien sûr, suivant le recul. On est ici sur des vidéoprojecteurs qui nécessitent un recul. Mais plutôt sympa. J'avoue que moi, ça me fait rêver d'avoir un vidéoprojecteur. Mais ça coûte tellement cher. Mais c'est un peu l'expérience ultime, hein, quand même. C'est un peu l'expérience ultime. On continue avec la dernière partie, et pas une petite partie non plus, parce que c'est la conférence MSI. Alors MSI, c'est quand même assez incroyable. MSI, ils font déjà tout. Mais vraiment, enfin, dans l'informatique, ils font tout. Ils font tout sauf des processeurs. Et de la mémoire RAM. Mais sinon, ils font tout le reste. Ils font vraiment tout le reste. Dans un boîtier, vous pouvez avoir un boîtier complètement MSI. Il faut juste que vous trouviez un processeur et de la RAM. Et tout le reste, ça peut être du matériel MSI. Donc ici, ils ont dévoilé leur nouveau très haut de gamme de la carte graphique du hybride. Donc avec un ventilateur, une partie avec un circuit de refroidissement liquide, ainsi qu'un radiateur et des ventilateurs. Donc en modèle 3080 et 3090, donc pour le très haut de gamme, et ça va coûter très très cher. Ici le design de leur waterblock avec du micro fine copper base pour effectuer le transfert de chaleur et des ventilateurs qui s'arrêtent quand il n'y a pas besoin. Eh ouais. Bon, c'est honnêtement très stylé en termes de tech. L'intérêt, je sais pas, mais très très cher en tout cas, trop cher. C'est des objets qui sont plus des démos technologiques que vraiment des objets intéressants pour leur performance. Ça a le mérite d'exister, mais on n'est pas loin du... Enfin, j'allais dire on n'est pas loin du prototype, c'est pas vrai, c'est quelque chose qui est vraiment produit et tout, mais c'est pas destiné à grand monde, et l'intérêt en termes de performance, il est pas majeur non plus, quoi. Je pense que autant tout passer en refroidissement liquide, on y gagne au moins en taille, en épaisseur, tout ça, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ils ont aussi annoncé, et c'est pour ça que je dis qu'ils font tout, qu'ils se lançaient dans les SSD. Donc ils nous sortent un SSD. Bien sûr, ils arrivent que maintenant, mais ils commencent par ce qui se fait de mieux, du NVMe PCI Express 4.0 avec des débits insane, comme vous le voyez là, 7000 MO secondes en lecture, 6900 en écriture. On est sûr de la régalade en termes de technologie. Ça va coûter une blinde, ça aussi vous pouvez en être sûr, mais ils le faisaient pas encore, maintenant ils le font. Donc vraiment on est à ça d'avoir un PC full matériel MSI. Bon, ils feront pas de processeur là-dessus, non, enfin en tout cas c'est pas prévu pour l'instant. Un petit kit de mémoire RAM et let's go, hein. Clairement ils jouent sur tous les terrains, et ce qui est fou, c'est qu'ils réussissent plutôt bien sur tous les terrains. Enfin, en tout cas, maintenant, il y a eu des petits problèmes par le passé, mais maintenant, ils sont plutôt bons partout, et du coup, ça pèse un max. Moi, j'avoue que MSI, j'adore, donc ça me régale. Pourquoi pas un petit SSD MSI avec plaisir. On continue avec... Ah bah tiens, je suis pas en haut de la news. Yes. Avec toujours du matériel MSI présenté... sous les lumières, le water cooling all-in-one MSI MPG Core Liquide K360. Bon, ouais, les noms, c'est toujours pas ça, mais bon, on leur en veut pas, hein, c'est pas les seuls. Donc, on est sur un truc juste énorme. Voilà, on est sur du gros water cooling. C'est facile à installer, il y a juste à mettre des vis. On a 4 ventilateurs. Est-ce que vous voyez les 4 ventilateurs? J'imagine que non. Vous en voyez 3 ici. Et il y en a un
qui est caché, mais qui est dans le waterblock. Il y a un ventilateur en plus sur le dessus du waterblock. Et sur le dessus, enfin par-dessus, il y a un écran. Donc vous connaissez maintenant, j'adore les écrans sur les waterblocks, même si ça coûte une blinde. Vous avez, donc voilà ici le ventilateur qui est sur le dessus de l'échangeur thermique pour dissiper encore plus de chaleur. On voit ici les bouches d'aération. Et sur le dessus, vous avez un écran. Voilà. Encore une fois, ça va coûter une blinde. Mais tout de même, 4 ventilateurs dans un seul kit water cooling. En plus, c'est facile à installer. Hein. C'est pour tout le monde. Parce qu'il suffit de mettre des vis. Et hop, ça marche sur votre ordi. Donc ça régale. Juste, on n'a pas de prix. Mais ça... Peut-être mieux. Hein. Peut-être mieux. Comme ça, on dit que des trucs gentils. Bon, seule petite news qui, moi, ça n'a pas trop marché sur moi. Mais voilà, ils font des essais. Une carte mère totalement noire. Donc, même, en fait, ce qui est marrant, c'est que même les pins de connecteurs qui sont normalement couleur cuivre, parce que souvent en cuivre, ont été peintes en noir pour vraiment avoir tout en noir, quoi. C'est pour les prochains processeurs Intel 11e génération. Moi j'avoue que c'est pas trop mon truc, mais voilà, hein, c'est bien de faire un peu de tout. Et en plus ils en ont annoncé à l'appel hein, des nouvelles cartes mères compatibles avec les nouveaux processeurs Intel qui vont arriver bientôt, on l'espère. Mais celle-là, non, pas la plus réussie, je trouve. C'est dommage. C'est dommage. Et aussi, ils mettent à jour, ça j'ai pas de news pour le commenter, mais ils mettent à jour leur programme d'assistance et de paramétrage de tout leur matériel. Ça c'est cool, ils réunissent plusieurs programmes en un seul, ça c'est génial. Il y en a marre d'avoir 30 millions de programmes pour gérer chaque truc. On veut un seul programme qui gère tout. Ils ont l'air de se lancer vers ça et c'est très bien. Parce que trop de petits softs à installer à chaque fois. Il faut un ou deux trucs max, après c'est chiant. Écoutez-moi, un ou deux trucs max, et après c'est chiant. On continue avec un truc que j'ai trouvé un peu maladroit. Je vais vous laisser juger. Par contre, c'est en anglais. Alors j'espère que vous allez comprendre. Je peux avoir les sous-titres normalement. Je vais vous mettre les sous-titres. Est-ce que j'ai les sous-titres en français? I just want to quickly close off by saying that we here at MSI are always ready C'est to en français, vous deliver the pouvez tous best. comprendre. We're continuously improving and innovating through years of accumulated experience. So trust me when I say that we know what you like, we know what you need, and we know what you want. Once again, this is Jasper. Thank you so. Voilà, je veux pas afficher le mec, hein. J'ai rien contre cette personne. Juste, et en plus il doit lire sûrement un speech qui n'a pas été écrit par lui. Donc voilà, mais juste, je trouve ça un peu maladroit d'être là en mode nous on sait ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez, enfin tout, on sait tout. Et on est en train de faire, enfin non, un peu de respect, on respecte le consommateur, c'est pas trop... Moi, c'est pas trop l'image que j'aime donner, enfin que j'aimerais que les marques donnent. Non, ils savent pas tout. Et le problème, c'est que quand on dit ça, si demain ils font une erreur, tu leur ressors ça, ils sont en mode ah ouais. Donc voilà, ça c'est, pour moi, c'est de la com un peu maladroite, c'est un peu présomptueux et hautain de dire on sait tout, on fait exactement ce que vous attendez. Doucement quand même. Respectez-nous. Et on finit avec un truc qui est bien sympa. Ça en a pas trop parlé. J'ai pas trop vu de news par rapport à ça. Donc j'ai pris directement l'extrait de la conférence. Toc. iOS devices such as iPhone or iPad, making the device your second display. Even better, you can control through the touch function that came along with your device, making it much more convenient when you want to stay productive on the go.
Up next. Donc voilà, c'est le Duet Display. Et en gros, c'est se servir. Ici, c'est montré qu'avec un appareil iOS, malheureusement. Mais c'est montré qu'on peut se servir d'un appareil externe comme deuxième écran. Et pourquoi pas, vu que ce sont des appareils équipés d'écran tactile, de s'en servir pour des fonctions tactiles. Je trouve ça intéressant. Je suis sûr que c'est pas le premier. C'est pas le premier à montrer ça, mais, mais je pense que c'est pas si compliqué que ça. Après là, ça a l'air d'être un truc uniquement avec iOS. On sait à quel point iOS est un environnement fermé et on se dit qu'à partir du moment où c'est faisable avec iOS, on peut peut-être se dire que c'est faisable avec tout, non? Je sais pas. Mais en vrai, moi, c'est le genre de truc que j'apprécie beaucoup. Je trouve que malheureusement, personne n'est vraiment allé chercher dans ces idées-là, alors que bah, on a tous un téléphone portable. Et bah, je sais pas, même parfois, truc bête, hein, on a une souris sans fil à pile. Et oui, il y a encore des gens qui ont des souris sans fil à pile. On n'a plus on n'a plus de pile, mais absolument besoin de se servir d'une souris. Pourquoi pas utiliser son smartphone comme pavé tactile, comme un touchpad d'ordi portable. Alors oui, il y a des applications qui doivent sûrement permettre de le faire, où on doit sûrement installer une application sur son ordinateur, une application sur son téléphone. Pourquoi pas avoir intégré un truc très très simple? C'est juste se servir de l'écran comme touchpad. C'est vraiment très très simple et quelque chose qui est déjà intégré dans les téléphones. Il suffit juste d'envoyer un signal et enfin, moi ça me sidère un peu, mais bon. C'est bien qu'ils en parlent. Et malheureusement, ça n'a pas été ou très peu relayé. En tout cas, moi j'ai vu 0 news dessus. Et du coup, bah, je vous l'ai ressorti de la conférence, que j'ai regardé la conférence. Mais c'est sûr que du coup, si j'avais lu que les résumés de news, fin de conférence, on n'aurait pas eu ça. On n'aurait pas eu cette info. Comme quoi, ça sert aussi de regarder les conférences. Même si la réalité, c'est que bah, je sais pas, dans les 1 heure de conférence, il y a 15 minutes de moments très intéressants. En vrai, c'est quand même dommage, mais bon, c'est la communication d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, ça conclut nos actus du jour. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a plu. Demain sera le dernier jour de la semaine d'actu et aussi dernier jour du CES. Parce qu'en fait, ça finit là, mais dans la nuit, je crois, un truc comme ça. Donc ça va être la clôture des news, des grosses annonces. Il y aura eu pas mal de trucs, moins de trucs que... J'avoue que j'attendais un peu plus qui m'intéresse moi personnellement. Parce que moi les télés et tout, c'est pas trop ce qui me botte. Mais on aura eu des trucs sympas. Et malheureusement pas trop de trucs inattendus, mais c'est aussi dû à cette édition virtuelle. C'est aussi ça. Moi j'avoue que j'aime bien le côté un peu... le côté en live où il peut se passer n'importe quoi, même un problème technique, une annonce, un slide qui arrive qui est pas censé être là, ce genre de truc. Moi j'aime bien, ça fait un peu l'histoire, ça marque et tout. Là du coup on a eu un événement un peu lisse et bah c'est aussi quand c'est en virtuel, tout est très maîtrisé, les conférences sont préenregistrées, ils sont montés, post-prodés, tout ce que vous voulez. Donc, notamment MSI qui ont mis des animations 3D dans leurs conférences, comme ça, en sortie de nulle part, bim, animation 3D. Donc voilà, c'est un peu, moi j'avoue que ça me manque un peu, et c'est un peu le show réel qui me manque, mais ça reviendra. En attendant, je mange la conférence en VOD.